développée. C'est une urgence qui est responsable d'environ 10% de mortalité et 25% d'amputation. Ce chiffre est certainement beaucoup plus important dans notre contexte. Pour cela, il n'y a pas mieux pour parler du sujet que d'accueillir le professeur Khaled Oulbeye, qui est professeur agrégé à la faculté de médecine de Nouakchott. Il a fait ses études de médecine et de spécialité en Tunisie, puis il a passé un clinica à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Le professeur Khaled Oulbeye, c'est le véritable père de la chirurgie cardiovasculaire en Mauritanie. Donc, c'est grâce à lui et à son équipe que la chirurgie cardiovasculaire a vu les jours dans notre pays. Donc, c'est un sommité dans son domaine. Et sans plus tarder, nous allons l'inviter pour parler de ce sujet très important. Et nous comptons sur votre participation active. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est un sujet très important. Il n'y a pas de questions bêtes, entre guillemets. Toutes les questions sont les bienvenues. Tout ce qui peut passer par votre tête, vous pouvez le poser. Donc, professeur Boyer, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes, 35 minutes pour nous parler de l'ischémie aiguë de membre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum tout le monde. Je remercie tout d'abord le groupe de médecins mauritaniens, staff de médecins mauritaniens, qui est un groupe leader dans sa mission, qui est la discussion, la mise à jour et le partage de la connaissance médicale. Je remercie mon ami Dr Abd pour les mots très gentils qu'il a eu à mon égard et que je ne mérite certainement pas. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Notre sujet, comme l'a annoncé mon ami Abd, c'est l'ischémie aiguë des membres. Alors, je n'ai pas précisé de quel membre s'agit-il, mais il peut tout à fait s'agir de membres inférieurs comme de membres supérieurs. La clinique, la physiopathologie, le traitement est le même, que ce soit pour le membre inférieur, que ce soit pour le membre supérieur. Donc, on va directement dans le vif du sujet. Alors, par définition, l'ischémie aiguë, c'est l'ensemble des conséquences locales et générales de l'interruption du flux artériel d'un membre. Et ce qui va entraîner évidemment une souffrance tissulaire. Il s'agit d'une complication qui est grave, très grave, qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre, aboutissant à l'extrême à l'amputation, mais qui met aussi en jeu le pronostic vital. C'est que, oublie parfois certains de nos collègues, une ischémie aiguë d'un membre peut tuer un patient, si, bien évidemment, il n'y a pas prise en charge adéquate. En effet, le taux de mortalité ou d'amputation à 30 jours est entre 15 et 25%, comme l'a dit mon ami Abd. Ceci dans les séries en fait européennes. Dans notre contexte, le chiffre, nous n'avons pas de chiffre exact. Nous avons actuellement une thèse qui est en cours d'élaboration par une de nos étudiantes, mais malheureusement, les résultats sont beaucoup moins bien et je peux dire franchement, sans surestimer les chiffres, qu'un malade sur 3 mourra ou perdra son membre dans notre contexte, ce qui est déjà très important. En plus de cela, l'ischémie aiguë, chez ces malades-là, ils ont augmenté le risque d'infarctus du myocarde, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de complications respiratoires. Il s'agit d'une pathologie qui n'est pas si rare que ça. On en retrouve à peu près 1,5 cas pour chaque 10 000 patients par an. Il s'agit d'une urgence diagnostique, mais qui dit urgence diagnostique dit aussi urgence thérapeutique. Il ne s'agit pas de diagnostiquer seulement, mais il faut traiter. Alors, le plus important dans tout cela, c'est de savoir que le diagnostic positif repose uniquement sur l'examen clinique. Donc, nous n'avons pas d'excuses. On ne peut pas dire que, voilà, c'est une pathologie c'est une pathologie qui nécessite des moyens d'exploration qui n'existent pas chez nous, et qui nécessite des examens ou qui nécessite autre chose. Non, c'est tout simplement l'examen clinique qui pourra poser le diagnostic. Les examens complémentaires ont de la place, mais n'ont pas de place dans le diagnostic positif. Ils auront
une place dans l'élaboration de la stratégie thérapeutique et sont le plus souvent du ressort du chirurgien ou du centre traitant. On peut diviser essentiellement les causes de l'ischémie en trois: les embolies, les thromboses sur artères pathologiques et les traumatismes. Nous allons parler essentiellement des deux premières, les traumatismes étant souvent traités par les orthopédistes. La démarche à suivre, une fois que l'on suspecte le diagnostic d'une ischémie, il faut commencer par le traitement anticoagulant sans tarder. Il ne faut pas attendre le transfert dans un centre de référence. Hospitaliser le malade dans un centre spécialisé, évaluer les conséquences locales et générales de l'ischémie et rétablir, si possible, la revascularisation du membre le plus tôt possible. Et bien évidemment, après tout cela, faire une recherche étiologique à la recherche de la cause pour éviter les récidives. Sur le plan physiopathologique, je ne serai pas très long, je vous montrerai deux slides. Tout d'abord, nous avons dit que l'ischémie est une du flux, donc la conséquence majeure, c'est une souffrance tissulaire. Cette souffrance tissulaire n'est pas la même pour le tissu nerveux, pour les tissus musculaires, pour les tissus sous-cutanés ou les tissus ou la peau. Ceux qui souffrent le plus rapidement, ce sont les tissus nerveux, bien évidemment. Au-delà de 6 heures, ils ne sont pas récupérables. Les muscles vont donc souffrir pendant les premières 24 heures. Au-delà de 24-48 heures, c'est les tissus sous-cutanés et la peau qui vont se nécroser. En plus des conséquences locales que je viens de décrire, il y aura aussi des conséquences générales qui sont essentiellement le fait de la libération par le muscle strié de substances qui sont acides, notamment les pyruvates et les lactates, mais aussi la libération du potassium intracellulaire qui va entraîner l'hypercalémie, l'acidose, la myoglobinémie qui va entraîner une insuffisance rénale. Donc, on voit que l'atteinte qui est initialement locale va se transformer très rapidement en atteinte générale, pouvant attaquer le cœur, le rein, par l'intermédiaire de l'acidose métabolique, mais aussi par l'intermédiaire de l'hypercalémie. Donc, l'interruption va avoir des conséquences locales et des conséquences générales. Sur le plan local, la diminution du débit, c'est le bas débit, qui sera un aval de l'occlusion artérielle est fonction de trois éléments. Tout d'abord, la pression artérielle systolique. D'où l'intérêt de maintenir chez ces patients-là une pression artérielle normale, voire un peu élevée, ce n'est pas très grave. Il faut surtout éviter d'abaisser la pression chez ces malades-là. La circulation collatérale, alors ça dépend des patients. Si c'est un patient jeune qui n'avait pas de pathologie vasculaire, il n'aura pas de circulation collatérale et donc l'ischémie sera très méchante. Par contre, s'il s'agit d'un vieux qui est coronarien, qui est artéritique, alors en général, il a de la circulation collatérale qui va se mettre en jeu et cette circulation collatérale va atténuer les conséquences de l'ischémie. Finalement, la qualité des réseaux d'aval aussi, ça dépend du patient. Et dans ces deux éléments, les derniers éléments, la circulation collatérale et la qualité du réseau artériel, il faudrait mettre en jeu, mettre en route l'héparine le plus tôt possible. Plus vous mettez l'héparinotherapie rapidement en route, plus vous sauvegardez votre circulation collatérale. Donc, il n'y aura pas d'extension du thrombus initial vers la circulation collatérale. Et puis, le réseau artériel d'aval sera aussi épargné par la thrombose. Alors, les conséquences maintenant générales sont, nous avons dit quelles sont les conséquences de la lyse musculaire. Il faut dire qu'on peut avoir avec cette lyse musculaire un choc hypovolémique par une exsudation plasmatique. Si l'étendue de l'ischémie est importante, prenons l'exemple d'une ischémie des deux membres inférieurs, l'élément le plus souvent en avant, ce n'est pas l'ischémie, mais plutôt l'hypotension et les chocs. Pourquoi? Parce qu'il y a une exsudation plasmatique importante. Parfois aussi, ce sont les troubles métaboliques qui sont en avant lorsque la masse musculaire lésée est importante. Donc, vous allez avoir des troubles métaboliques tels que l'hypercalémie, l'acidose métabolique et la myoglobinémie. Vous pouvez aussi avoir l'insuffisance rénale due à l'état de choc, due à des modifications du flux sanguin intrarénal, due aussi à la précipitation de la myoglobine dans les tubules qui va donner une nécrose tubulaire aiguë, mais aussi due aussi aux produits de contraste qu'on peut utiliser pour une artériographie ou un angioscanner. Enfin, l'infection qui est due le plus souvent à la nécrose cutanée peut aussi entraîner des phénomènes généraux. Venons maintenant à la partie la plus importante de mon exposé, à savoir le diagnostic positif de l'ischémie. Je vous l'ai déjà annoncé, le diagnostic de l'ischémie est un diagnostic clinique.
et qui ne demande donc que d'y penser et d'examiner correctement le patient. Alors, quels sont les signes fonctionnels qui amènent souvent les malades à la consulter un médecin? La douleur. La douleur est le maître symptôme, c'est une douleur spontanée. De début brutal, le plus souvent, surtout si c'est embolique, le patient, vraiment, c'est un coup de poignard, c'est une douleur qui est très aiguë, spontanée, intense à type de broiement. En plus de la douleur, vous avez l'impotence fonctionnelle. Donc, si vous avez une douleur aiguë, spontanée, avec une impotence fonctionnelle, honnêtement, moi, je ne peux pas concevoir autre chose que l'ischémie. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un traumatisme, ce n'est plus une douleur spontanée. Vous allez me dire la phlébite, la sciatique, tout ça, ce ne sont pas des douleurs très intenses d'une part. Deuxièmement, il n'y a pas d'impotence fonctionnelle. Donc, à chaque fois que nous avons, vous pouvez me dire un trouble neurologique, une paralysie, un AVC, mais ce n'est pas douloureux. Donc, franchement, un patient qui se déplace surtout la nuit, à des heures nocturnes avec le couvre-feu dans nos conditions, et qui vient pour une douleur spontanée, très importante, avec une impotence fonctionnelle, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut être que une ischémie. J'ai l'habitude de ne pas enseigner le chapitre diagnostic différentiel parce que pour moi, une douleur spontanée avec une impotence fonctionnelle, c'est une ischémie jusqu'à preuve de contraire. Vous allez bien évidemment examiner votre malade. Vous allez retrouver un membre qui est pâle, parfois il est cyanosé. C'est un membre qui est froid, avec des veines superficielles qui sont collabées, avec une abolition des poux périphériques en aval de l'occlusion et avec une atteinte neurologique qui signe la gravité. Vous allez avoir, malgré la douleur, vous allez avoir une anesthésie cutanée. Et vous allez avoir aussi une paralysie avec une possibilité de mobiliser les orteils. Donc, vous avez une douleur spontanée, impotence fonctionnelle avec une anesthésie cutanée et paralysie. Bien évidemment, vous avez la pâleur ou la cyanose et la froideur. Franchement, c'est le tableau complet et je ne pense pas que quelqu'un a la possibilité de passer à côté du diagnostic. Voici une image d'un membre inférieur avec un orteil et un avant-pied qui sont cyanosés. Voici un nourrisson qui commence déjà à avoir de la cyanose. Le membre est certainement froid si on avait la possibilité de le toucher. Parfois, le tableau est un peu moins brillant que celui-là. Nous avons une douleur, certes, une froideur qui est moins importante, une pâleur ou une cyanose. Les troubles de la sensibilité ou de la motricité sont moins accentués. Mais, élément très important, l'examen doit être comparatif. L'examen doit être bilatéral. J'ai l'habitude, quand j'examine ces patients-là, de commencer par le membre qui n'est pas atteint. Et souvent, le malade se précipite en me disant, docteur, non, c'est de l'autre côté. Je sais que c'est de l'autre côté, mais je commence toujours par le côté qui n'est pas atteint. Je commence toujours par palper la chaleur locale au niveau du côté non atteint, de voir s'il y a une douleur à la pression, de voir la mobilité, de voir la couleur, avant de passer vers le membre qui est atteint. Et donc, quand vous le comparez à l'autre, vous allez avoir un membre qui est plus froid, vous allez avoir des poux facilement au niveau du côté qui n'est pas atteint, vous n'allez pas avoir des poux de l'autre côté, le membre va vous paraître plus pâle ou parfois cyanosé, vous allez avoir des troubles de la sensibilité. Alors, quand vous voulez examiner des troubles de la sensibilité, je ne vous apprends rien. En général, il faut demander au patient de fermer les yeux. Sinon, à chaque fois qu'il aura les yeux rivés sur ses orteils et que vous lui dites, monsieur, vous sentez ce doigt-là? Et bien évidemment, il va vous répondre, oui, je sens. Alors qu'il ne le sent pas, mais si vous lui demandez de fermer correctement les yeux, vous pouvez facilement examiner, est-ce que vous sentez ces doigts-là? Est-ce que vous sentez ces doigts-là alors que vous ne touchez rien du tout? Et ça, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il ne sent pas ses orteils ou ses doigts. Alors, en général, le diagnostic positif se résume aux 6 P. En fait, ce ne sont plus les 5. Il y a 6 P. Pain pour la douleur, la pâleur, la poikilothermia qui est la froideur, la pulse déficit qui est l'absence de pouls, la paresthésie et la paralysie. Si vous avez ces éléments-là, vous êtes en face d'une ischémie aiguë évidente et vous n'avez besoin nullement d'un angioscanner ou d'une échographie pour poser ce diagnostic-là. Là, c'est une photo d'un patient qui a une position antalgique. Vous voyez, ils ont souvent la position antalgique, pied pendant par les lits. Là, vous avez une cyanose des orteils. Là, vous avez une cyanose de l'avant-pied qui signe déjà une ischémie assez avancée. Là, vous avez un livédo, c'est-à-dire un enchevêtrement de zones cyanotiques et de zones pâles au niveau
d'un pied. Donc, c'est une ischémie déjà assez avancée. On voit déjà un peu d'œdème certainement dû à la position antalgique. Alors là, c'est aussi une ischémie, malheureusement, là, c'est déjà assez avancé. La paralysie est évidente. Vous voyez comment le pied est tombant. Les relevés du pied sont complètement paralysés. Et vous voyez déjà ici, à ce niveau-là, une nécrose au niveau du premier orteil. Alors franchement, à cette étape-là, nous n'avons plus mérite à faire le diagnostic. C'est évident. Le malade lui-même vous dit que son pied est pourri et donc il est mort. Là aussi, c'est une ischémie aiguë de la main, certainement due à un syndrome euh, de Volkmann, un syndrome des loges. Là, vous avez aussi une ischémie assez dépassée. Vous voyez une rigidité, vous voyez des troubles trophiques à ce niveau-là, au niveau du pied, au niveau de la jambe. Et malheureusement, comme dans notre pays, c'est souvent le cas, vous voyez ici avec moi que c'est un malade qui a déjà consulté un marabout ou un guérisseur. Et donc, c'est ce qui a retardé le diagnostic. Là aussi, c'est une ischémie évidente qui n'a pas besoin de beaucoup de science, même les garçons de salle, même les filles de salle, même le patient lui-même et la famille savent que c'est un membre qui est dépassé malheureusement et qui est complètement nécrosé. Donc, une fois que vous avez examiné votre malade, vous allez bien sûr commencer par l'examen de la température, de la mobilité, de la sensibilité, de la chaleur, mais vous allez examiner tout. Alors, mon meilleur conseil pour les jeunes médecins, c'est d'examiner les pouls chez tout le monde. Vous êtes médecin de garde, vous êtes jeune résident en chirurgie, vous recevez une vésicule biliaire chez une dame de 33 ans qui n'a aucune suspicion d'ischémie. Alors, examinez ses pouls, prenez l'habitude de prendre le pouls tibial antérieur, le pouls pédial, le pouls tibial postérieur, le pouls poplité fémoral. À chaque fois, en prenant l'habitude d'examiner ces patients-là, le jour où vous ne trouverez pas les pouls, ça attirera votre attention. Mais il ne faut pas attendre de penser au diagnostic de l'ischémie pour chercher les pouls. À ce moment-là, si vous n'êtes pas habitué à palper les pouls, vous n'allez pas les avoir. Alors, bien sûr, quand vous palpez les pouls, il va falloir les palper de façon bilatérale. Il va falloir comparer les pouls, les mentionner sur le dossier et bien sûr dater cette mention-là. Alors, on a l'habitude d'utiliser ces petits bonhommes avec un plus à chaque fois que vous avez des pouls. Là, c'est l'aorte abdominale, là au niveau des artères fémorales, là au niveau des genoux, là le pédieu qui est en avant et le tibial postérieur en arrière. Et donc, vous mentionnez ceci, vous mentionnez plus quand il y a le pouls et moins ou zéro quand il n'y en a pas. Alors, vous voyez ici, c'est l'examen du pouls fémoral. On se met du côté du membre à examiner. Là, c'est le pouls poplité, c'est le plus difficile à examiner quand on n'est pas très habitué. Il faut fléchir un peu les genoux et le prendre dans ses deux mains. Là, c'est le pouls tibial postérieur quand on est de ce côté-là. Vous voyez, on examine le pouls tibial postérieur et le pouls pédieux de l'autre côté. Il est très difficile quand on est du côté droit de palper le pouls tibial postérieur et le pédieux du même côté. Donc, moi, j'ai l'habitude de me mettre du côté droit, de palper le pouls tibial postérieur droit à ce niveau-là et pour le pouls pédieux gauche. Et puis, on se met de l'autre côté maintenant. On prend le pouls fémoral gauche, le pouls poplité gauche, le pouls tibial postérieur gauche et le pouls pédieux droit. Là, c'est le pouls radial. Alors là, c'était le pouls plutôt huméral, le pouls radial et le pouls cubital. Donc, le diagnostic positif de l'ischémie, c'est un diagnostic qui est clinique. Les examens complémentaires ne vont pas apporter quelque chose de diagnostic positif. Moi, je n'aime pas trop les demander. Je n'encourage personne à demander une échographie Doppler, tout simplement parce que ça retarde le traitement et le transfert de gens en milieu spécialisé. En Europe, peut-être c'est autre chose. Vous avez les doppleristes à côté. Même nous, actuellement, quand on est pendant la journée et que l'un de nos collègues qui fait le Doppler à côté, il est présent, il nous fait des diagnostics pour mieux certifier les diagnostics. Mais en dehors de ça, honnêtement, ça ne sert à rien et surtout, ça risque de retarder le traitement, le diagnostic et donc le traitement. Pourquoi c'est grave? Parce que tout retard va entraîner une ischémie dépassée avec une rigidité musculaire, des marbrures et des flictènes et donc vous allez avoir donc quelque chose d'irrattrapable. Il existe cette classification appelée la classification de Rutherford qui évalue un petit peu la gravité et donc la viabilité du membre, divisé en 3 catégories. La catégorie 1, c'est viable. La catégorie 2, c'est discrètement menaçant et immédiatement menaçant pour le A, 2A et 2B. Et 3, c'est irréversible. Honnêtement, personnellement, je n'ai jamais utilisé cette classification et je ne pense pas que ça soit très utile. Tout simplement, il faut penser
Abdallah, tu m'entends? Il y a une interruption. D'accord, je parlais de la classification de Rutherford en disant que ce n'est pas très intéressant. Ouais. Et je vais reprendre. C'est juste, C'est bon? la vidéo, je crois qu'elle est un peu tournée. Acheter? Ouais, si tu La fais, vidéo est tournée. ouais, elle est à l'envers. Ouais, voilà, parfait. C'est mieux là? Ouais, c'est parfait. Bon, je vais la tenir alors dans ma main. Donc, je disais que la classification de Rutherford n'est pas très intéressante et que même l'échographie n'est pas nécessaire pour reconnaître la topographie de l'obstruction, puisqu'une oblitération artérielle fémoropoplitée, vous allez avoir le pouls fémoral, mais vous n'allez pas avoir les pouls distaux et l'ischémie sera au niveau de la jambe et au niveau du pied. Par contre, une oblitération iliofémorale, vous n'allez pas avoir de pouls et donc vous allez avoir le pouls fémoral de l'autre côté, mais pas le pouls fémoral homolatéral. Une obstruction donc une obstruction du carrefour aortique, alors ça c'est une urgence très grave le plus souvent, c'est une urgence vitale avec une ischémie bilatérale de deux membres, vous n'allez pas avoir les pouls fémoraux, vous allez avoir les signes généraux en général qui sont en avant, l'hypotension, le choc, la paralysie sensibilité qui simule le plus souvent une paraplégie. Les pouls fémoraux sont bien sûr absents et le plus souvent c'est un tableau très grave avec presque 50 à 60% de décès. Le diagnostic étiologique de l'obstruction artérielle dépendra des antécédents, des circonstances de survenue, du début brutal ou non des symptômes, de l'examen cardiaque, l'examen comparatif des membres. Tout ceci va permettre de reconnaître le mécanisme de l'obstruction, puisque nous avons essentiellement deux mécanismes, le mécanisme embolique et le mécanisme de thrombose sur artère saine. Le mécanisme embolique, il s'agit d'embolie qui est par définition un corps anormal en migration dans les artères. Ce corps va s'arrêter essentiellement au niveau des bifurcations. La nature de ce corps est essentiellement fibrino-cryolique, mais parfois c'est une plaque d'athérome, parfois c'est du cholestérol, parfois c'est du calcaire qui part par exemple d'une valve aortique calcifiée, parfois c'est septique, une végétation, et nous en avons eu récemment, une végétation donc cardiaque peut migrer, parfois c'est une tumeur, le plus souvent par exemple une tumeur de l'oreille gauche, un myxome de l'oreille gauche, parfois c'est une embolie gazeuse aussi. Alors, quelles sont les principales causes d'étiologie de ces embolies artérielles? Essentiellement, c'est le cœur gauche, l'arythmie complète par fibrillation auriculaire qui favorise la formation de caillots au niveau de l'oreillette gauche, les grosses oreillettes gauche, l'infarctus du myocarde avec anévrisme donc, du ventricule gauche, les valvulopathies particulièrement mitrales, notamment le rétrécissement mitral, mais aussi les tumeurs de l'oreillette gauche, notamment le myxome. Parfois, il s'agit d'une plaque au niveau d'une artère, mais aussi des anévrismes de l'aorte thoracique. Les causes rares sont les embolies paradoxales ou les thrombopénies à l'héparine. Alors, les embolies sur artère saine touchent le plus souvent un sujet jeune. Leur début est très brutal. Il n'y a pas de maladie artérielle connue. C'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent. Quand vous allez palper le pouls, vous allez trouver que c'est un pouls qui est irrégulier. Si vous faites un ECG, vous pouvez trouver un ECG en fibrillation auriculaire. Si vous examinez, vous risquez de tomber sur un souffle de valvulopathie. L'ischémie, elle est d'emblée grave, elle est sensitivo-motrice et le début, il est extrêmement bruyant. Les pouls périphériques de l'autre côté sont présents. Voici une image artériographique d'un embole donc, au niveau de l'origine de l'artère fémorale superficielle à ce niveau-là, donc montrant ceci. Alors que l'autre grande étiologie, c'est la thrombose sur artère pathologique. Elle est due à une formation à l'intérieur d'une artère, le plus souvent pathologique. Pathologique pourquoi? Parce qu'elle est athéromateuse, parce qu'elle est anévrismale ou parce qu'il y a des affections hématologiques qui vont entraîner une thrombose aiguë. Alors, il s'agit le plus souvent de patients qui sont âgés, avec des dyslipidémies, des facteurs de risque cardiovasculaire. Là, c'est une diapo montrant des patients ayant des dépôts lipidiques au niveau des yeux. Ce sont des patients fumeurs, comme on voit de l'angle de ce patient-là. Ce sont donc des patients âgés qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Le début de la symptomatologie est plus progressif et ça, c'est dû à la circulation collatérale. Ces patients ont souvent des antécédents d'artériopathie. Ils claudiquent, ce sont des claudiquants ou des patients carrément porteurs de pontage sur l'autre côté. C'est des patients coronariens connus. Le rythme, quand vous faites un ECG, c'est un rythme sinusal, mais il peut montrer des signes de coronaropathie.
L'ischémie, elle est moins sévère et ceci est dû à la circulation collatérale. Les pouls contralatérales sont absents. Voici une artériographie montrant, deux artériographies montrant des circulations collatérales. Ça, c'est une occlusion de l'artère fémorale superficielle. Et vous voyez donc la circulation collatérale qui est très importante. Alors, nous avons parlé de l'ischémie sur l'artère pathologique. Nous avons parlé de l'ischémie embolique. Un petit mot de l'ischémie et du Covid, puisqu'on est toujours en période de pandémie. Alors, il y a eu des cas qui ont été rapportés, mais il y a eu aussi des revues rapportant beaucoup de cas. Cette revue, par exemple, elle a rapporté plus de 50 cas en quelques mois. Et bien qu'elle a exclu beaucoup de publications, nous, dans notre vécu, nous avons eu, dans la deuxième vague, nous avons eu probablement un cas d'occlusion aortique grave pendant la première période, mais à cette époque-là, nous n'avons pas pu avoir une PCR Covid qui le confirme, mais c'était un patient qui venait de Nouadhibou, qui n'a pas d'antécédent, qui a fait une occlusion de l'aorte abdominale très grave. Et quand on lui a fait sa Fogarty, il est décédé le soir même dans un tableau de détresse pulmonaire, de détresse respiratoire avec état de choc. On pense a priori que c'est un Covid, mais par contre, dans la deuxième vague, nous avons une dizaine de cas avérés avec des PCR. Parfois même, c'est l'ischémie qui révèle la sérologie positive donc, au Covid. Alors, ce sont des thromboses dues à l'inflammation et lésions endothéliales. Parfois, elles sont révélatrices du Covid. Alors, elles sont caractérisées surtout par la gravité. Franchement, c'est la douzaine de cas que nous avons eu. Nous n'avons eu aucun patient qui a été sauvé. Sur le plan vasculaire, il y en a 10 qui avaient un mauvais résultat de l'embolectomie et du traitement. Nous avons eu 2 cas qui ont bien répondu sur le plan vasculaire au geste chirurgical, mais qui sont décédés de l'atteinte du Covid, de l'atteinte générale du Covid. Et le traitement, maintenant, nous avons eu récemment 2 ou 3 cas. Quand ce n'est pas très grave, on préfère mettre de l'héparine et de ne pas faire l'intervention vu que le résultat est souvent médiocre. Un petit mot qui me tient à cœur de l'ischémie chez le nouveau-né et le nourrisson. Il faut dire heureusement que c'est une pathologie rare, mais c'est souvent iatrogène. Nous avons reçu une dizaine ces dernières années, nous avons reçu une dizaine de cas. Le plus souvent, c'est un garrot qui a été mal placé, voire oublié sur le nouveau-né ou le nourrisson. Ce sont des pathologies qui sont graves, si méconnues ou non traitées, parce que parfois, quand on se rend compte que c'est un garrot, alors on essaie de ne pas le déclarer immédiatement à l'équipe traitante. Mais malheureusement, le plus souvent, c'est l'amputation. Le plus souvent, le traitement médical suffit si c'est diagnostiqué précocement avec une héparinothérapie et surtout la réhydratation. Alors, venons-en maintenant au diagnostic différentiel. Franchement, moi, j'ai l'habitude de dire que l'ischémie aiguë n'a pas de diagnostic différentiel. Vous allez me dire pourquoi. La thrombose veineuse profonde, franchement, est-ce que c'est un diagnostic différentiel? Non. Alors, c'est vrai, le membre peut être un peu cyanosé. Il peut être froid s'il est exposé à l'air ambiant et que la température ambiante est froide. Mais quand on regarde le mollet, quand même, le mollet est chaud. Le mollet est humifié, le mollet est rouge. Et puis, ce sont souvent des femmes dans le péripartum ou des traumatisés. Le contexte n'y est pas. Et puis, vous n'avez pas de douleur. Vous n'avez pas de douleur au niveau des orteils. Vous n'avez pas d'impotence fonctionnelle. Vous n'avez pas de paralysie. Donc, franchement, bon, bien sûr, il y a les thromboses veineuses profondes proximales, iliaques, fémorales qui peuvent s'accompagner d'une ischémie, ce qu'on appelle la phlébite bleue. Mais là, on est dans un tableau d'ischémie. Alors, ce n'est plus une phlébite, c'est carrément une ischémie. La sciatalgie, oui, on peut avoir la douleur qui est intense, on peut avoir des troubles neurologiques, mais l'installation, elle est rarement aiguë. Et puis, vous avez les poux, vous avez la chaleur qui est conservée. Franchement, ce n'est pas, à mon avis. Alors, le traumatisme, oui, on peut avoir une ischémie sur un traumatisme, mais alors, dans ce cas, ce n'est plus une ischémie aiguë spontanée, et c'est en général référé aux traumatologues qui ont l'habitude de ces patients-là et qui savent. Donc, les lésions musculaires, franchement, ce n'est pas un diagnostic différentiel et ça n'a aucun point en commun en dehors de la douleur musculaire. Sachez qu'on ne peut pas avoir une ischémie, par exemple, de la cuisse sans avoir une ischémie du pied. Donc, je ne peux pas concevoir qu'on peut avoir une ischémie au niveau de la cuisse ou du mollet sans avoir. Moi, j'ai l'habitude de donner l'exemple de la route de l'espoir. J'ai dit que s'il y a un barrage sur la route de l'espoir,
ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les gens de Nema. C'est logique, ils sont les plus éloignés. Donc, si vous avez une occlusion fémorale, ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les orteils. La cuisse et la jambe peuvent toujours avoir un peu de circulation collatérale, un trafic, comme je dis aux étudiants d'habitude. Donc, franchement, une douleur spontanée avec une impotence fonctionnelle, froideur, pâleur, absence de pouls, il n'y a pas de diagnostic différentiel. Il n'y a qu'un seul diagnostic, c'est le diagnostic de l'ischémie. Alors, quand vous faites le diagnostic de l'ischémie, votre travail n'est pas terminé. Il s'agit aussi de traiter et de traiter en urgence. Pourquoi vous allez traiter en urgence? C'est pour éviter l'extension du thrombus. Pour cela, vous allez mettre le traitement anticoagulant dès la session diagnostique. Vous allez poser une voie, vous allez mettre en bolus d'héparine le plus souvent 50 unités kilo, et puis une héparine à la pousse seringue 300 à 500 unités kilo. Alors, si vous êtes à l'intérieur, ça m'est égal que vous mettez du Lovenox. Ce n'est pas grave si vous êtes éloigné ou si vous n'avez pas de l'héparine, donc non fractionnée. Il faudrait, une fois arrivé dans un centre spécialisé, il faudrait apprécier l'état général. Alors, il faudrait aussi apprécier l'état général. Supposons que vous recevez une ischémie aiguë anéma. Il faudrait apprécier l'état général, mais aussi l'état local. Ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un avec une ischémie aiguë dépassée qui va être amputée. Si on sait que c'est une ischémie aiguë qui est dépassée, ce n'est pas la peine de l'envoyer chez nous avons reçu des cas comme ça, envoyés de l'intérieur pour ischémie aiguë. D'accord, c'est une ischémie aiguë, mais c'est une ischémie aiguë dépassée. Qu'est-ce que va faire le chirurgien vasculaire dans ce cas? Donc, il faudrait apprécier l'état général, l'état du membre. Si vous l'adressez dans un service de chirurgie vasculaire, vous pensez qu'il est revascularisable, n'oubliez pas de le laisser à jeun. Il faudrait prévenir le chirurgien vasculaire, c'est toujours intéressant. Et peut-être que je vais vous proposer à la fin de cette séance un numéro unique qu'on va appeler, et l'idée vient de mon ami Abdallah et SOS Ischémie. Et donc, tous les collègues qui ont une suspicion d'ischémie peuvent envoyer un message ou peuvent plutôt appeler ce numéro-là. Ils vont tomber sur le chirurgien vasculaire qui est d'Astra. Il faudrait faire un bilan biologique préopératoire, mais bien sûr sans retarder le diagnostic. Si ça va retarder la prise en charge, vous l'envoyez. N'oubliez pas de lutter contre la douleur. Le traitement antalgique est toujours le bienvenu, de niveau 1 et niveau 2, ce n'est pas un problème. Il faudrait protéger le membre ischémique. Supposons que c'est un membre supérieur, nous avons reçu plusieurs ischémies de membres supérieurs avec des prélèvements sanguins au niveau de ces membres supérieurs, avec des pressions au niveau des membres supérieurs. Non, quand on a un membre qui est ischémie, on doit le protéger, on doit l'entourer, on doit bien le réchauffer avec des draps ou avec une couverture, mais surtout éviter d'y prélever du sang ou d'y mettre une perfusion. Le travail du chirurgien vasculaire, c'est de lever l'obstacle artériel par plusieurs méthodes. L'embolectomie au cathéter de Fogarty, c'est la méthode de référence. La revascularisation par pontage, si c'est un malade qui est artéritique. La thrombolyse in situ ou la thrombolyse intra-artérielle, ça, c'est le travail de mon ami Abd. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, puisqu'en lisant un peu la littérature actuellement, c'est une technique qui marche assez bien, particulièrement dans un centre de cardiologie où nous avons les molécules de thrombolyse, notamment la streptokinase. La thromboaspiration, avec des résultats qui sont mitigés, mais si elle est associée à la thrombolyse intra-artérielle, particulièrement chez les patients qui ne sont pas opérables, ça donne aussi des bons résultats. Alors, si vous faites une revascularisation tardive, il ne faut pas oublier de faire une aponeurotomie. L'amputation de membres peut parfois aussi être un traitement qui est efficace. Supposons que vous aviez un vieillard qui vient avec une amputation qui est assez avancée, ça ne sert à rien de le fatiguer avec des embolectomies. L'objectif, c'est de le garder vivant et même avec une amputation, ce n'est pas grave. Le traitement, donc ici, c'est l'exemple de traitement par l'embolectomie avec le cathéter de Fogarty. Il s'agit d'introduire des cathéters que vous voyez ici à ballonnet. On introduit avec le ballonnet qui est dégonflé, on passe le thrombus qui est à ce niveau-là et puis on gonfle le ballonnet et on tire. Et à ce moment-là, on fait sortir donc notre thrombus. Voici le résultat que nous avons habituellement. Nous retirons de thrombus le plus souvent qui sont frais. Alors, regardez bien, si vous regardez ici, vous avez le thrombus initial, ça c'est l'embole, qui s'est arrêté au niveau d'une bifurcation, et vous avez au-dessus la coagulation qui c'est le thrombus qui s'est étendu ultérieurement sur cette ischémie-là, sur cette occlusion. Le traitement chirurgical par des pontages, alors il y a une multitude de pontages, ils peuvent être naturels quand ils suivent
le trajet d'une artère comme ce pontage fémoropoplité ou ce pontage aortobifémoral, comme ils peuvent être dits extra-anatomiques. Alors ça, c'est trop technique, ça n'a pas d'importance. Ils peuvent aussi utiliser des prothèses, comme ils peuvent utiliser des greffons naturels comme la veine Safen, par exemple. Là, c'est le pontage. Vous voyez la veine Safen là, qui est anastomosée sur la fémorale et qui va donc descendre vers le bas. Ça, c'est un exemple d'aponevrotomie qui est actuellement dans le service. C'est pas mal, ça peut aider, indispensable si la revascularisation est tardive, et donc il faut le faire. Alors, la thrombolyse intra-artérielle, il y a plusieurs protocoles avec la streptokinase, l'urokinase et l'alteplase. Alors, dans notre contexte, je pense que si on va l'essayer, ce sera surtout la streptokinase. Il faut garder en tête, la thrombolyse in situ, elle a été encouragée par des cardiologues qui utilisent donc pour l'infarctus du myocarde, mais il y a 3 études, l'étude STYLE et le Rochester Study. Ça sont des études qui sont parées dans les années 90 qui ont montré que la thrombolyse et le traitement chirurgical faisaient à peu près la même chose. Et donc, c'est un acte qui est assez quand même efficace. On met un thrombus à l'intérieur on met un cathéter à l'intérieur du thrombus et on va faire passer donc la streptokinase, par exemple. Mais n'oublions pas les contre-indications à la thrombolyse, ce sont les mêmes que la thrombolyse générale. Les contre-indications absolues, les contre-indications relatives que vous connaissez tous. Ça, c'est un résultat d'une thrombolyse in situ. Vous voyez ici, ça, c'est l'artère fémorale superficielle qui était complètement bouchée. Après, donc, quelques heures de thrombolyse intra-artérielle. Alors, la seule chose, c'est qu'elle est contraignante. Il faut faire des artériaux, il faut faire des allers-retours entre la réanimation et la salle de cathé. Toutes les 2-3 heures, vous repartez à la salle de cathé, vous injectez. Dr Abd connaît mieux que moi ça. Vous injectez, vous voyez où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous êtes sur la bonne piste ou pas? Vous pouvez aussi faire avancer votre cathéter pour atteindre d'autres thrombus qui ne sont pas encore dissous. La thromboaspiration, alors c'est une technique qui est peu coûteuse, qui est rapide. Elle utilise des cathéters de gros calibre de 6 à 8 franges et elle est souvent actuellement associée à la thrombolyse intra-artérielle. Vous aspirez d'abord et puis vous mettez votre cathéter de thrombolyse. Ce n'est pas mal, surtout pour les axes des jambes, parce que nous, chirurgicalement, nous avons des difficultés souvent avec les petites artères. Ce n'est pas mal, ça peut donner des bons résultats. Bon, je pense que la conclusion a sauté. Eh bien, je vous la dirai oralement. La conclusion, c'est que l'ischémie aiguë, c'est une pathologie qui est grave. C'est une pathologie qui est fréquente. C'est une pathologie dont le diagnostic est facile et il suffit d'y penser. Moi, je dis souvent, vous voulez faire le diagnostic de l'ischémie, pensez à l'ischémie. Honnêtement, c'est la seule urgence qui peut tuer, qui peut endommager, qui peut porter préjudice de façon durable à votre patient. Une phlébite, oui, c'est vrai, il faut faire le diagnostic. Mais bon, si vous faites le diagnostic maintenant ou dans 4 heures ou dans 6 heures, ce n'est pas très, très méchant, ce n'est pas très grave. La sciatique, c'est la même chose, il risque d'avoir un peu plus mal. Mais l'ischémie, si vous ne faites pas votre diagnostic, le malade perdra le membre et probablement il perdra la vie aussi. Je vous remercie. À toi, Abdallah. Merci beaucoup, professeur Khalid, pour cette excellente présentation sur ce sujet très, très important qu'on peut rencontrer tous les jours dans notre pratique de médecins généralistes, de médecins spécialistes, toutes spécialités confondues. Donc, vous l'avez compris, c'est une urgence vitale, d'abord parce que ça peut tuer. On l'a compris, on l'a vu lors de la présentation, ça peut tuer, et ça tue beaucoup plus chez nous qu'au niveau européen ou dans les pays occidentaux parce qu'on a pas mal de problèmes de prise en charge. C'est une urgence fonctionnelle parce que ça peut finir par une amputation, par d'autres complications graves, telles que l'insuffisance rénale et autres. C'est une course contre la montre, donc on peut traiter l'ischémie ou participer dans son traitement même si on n'est pas spécialisé, en posant d'abord le diagnostic et aussi en démarrant rapidement l'héparine, qui est le premier traitement de l'ischémie avant de faire un geste invasif pour traiter cette ischémie. Donc, je ne sais pas si dans l'audience, il y a des participants qui souhaitent poser des questions. Donc, merci de se présenter, de se manifester.
Toutes les questions sont les bienvenues. Voilà. Ou des contributions. Voilà. عليكم شكرا على المحاضرة. القيم نختار يتكلم عن la prévention. Professeur Khaled, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Une participante qui souhaite que vous parliez un petit peu sur la prévention. La prévention, comment je reviens sur ça? Oui. Alors, la prévention de l'ischémie, nous avons deux grandes classes de... Vous m'entendez, Abdallah? Oui, je vous entends. Je disais, la prévention, elle dépend, c'est la prévention essentiellement des étiologies. Nous avons deux grands types. L'ischémie embolique, il va falloir faire la guerre essentiellement au rhumatisme articulaire aigu chez nous. Ce sont des valvulopathies, ce sont des jeunes qui ont des valvulopathies. Il faudrait faire donc le diagnostic précoce de ces malades-là, particulièrement l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Et donc, il faudrait les dépister. Il faudrait, vous, en tant que généraliste, vous êtes en contact avec beaucoup de patients. À chaque fois, prenez l'habitude de prendre le rythme de vos patients. À chaque fois que vous avez un patient qui a un rythme qui est régulier, et donc ce sera, ce sera une bonne chose de le confier à un cardiologue ou de le mettre sous traitement anticoagulant. Chez les patients qui sont athéromateux, alors vous allez faire la prévention essentiellement en faisant la prévention de la maladie athéroscléreuse, c'est-à-dire en incitant les patients à arrêter le tabac, en les incitant à contrôler leur hypertension ou leur diabète s'ils sont hypertendus ou diabétiques, les incitant à faire du sport de marche et à contrôler leur poids s'ils sont en surpoids. Et donc, c'est à peu près la même chose que de faire le contrôle de la prévention de la maladie coronaire. Donc, c'est la prévention de l'athérosclérose. Il existe d'autres ischémies, particulièrement chez les nouveau-nés, chez les nourrissons. Je vous invite tous à faire attention à ces malades-là, particulièrement à l'hiatrogénie chez ces malades. Justement, une question du docteur Raiza sur la posologie de l'héparine chez l'enfant et particulièrement chez le nouveau-né. Je pense que vous avez déjà mis sur la présentation la posologie qu'il faut. C'est la même. C'est la même. C'est la même, Abdallah. 50 unités kilos par. Je vais vous remettre je vais vous remettre. C'est en général la même chose. C'est 50 unités. C'est 300 à 500 unités par kilo. Alors, chez les nourrissons, comme c'est difficile à calculer, ils ont un petit poids. Moi, je mets 500 unités kilo. Je ne me casse pas la tête, je mets 500 unités kilo. C'est ça, c'est 5 mg kilo. Soit on calcule par unité, soit on calcule par kilogramme. Sachez tout simplement qu'un cc d'héparine sodique que nous avons ici, le flacon, il y a 5 cc, il y a 200 mg. Chaque cc, c'est 50 mg. Chaque cc, c'est 50 mg. On peut aussi dire que chaque cc, c'est 500 unités parce que 1 mg, c'est 100 unités. Mais c'est la même chose à peu près. Merci beaucoup, docteur Tolba. Il pose la question à savoir, parmi les moyens thérapeutiques cités dans la présentation, lesquels sont disponibles et réalisables au CNC? Alors, nous réalisons essentiellement la Fogarty, la thrombectomie à la sonde de Fogarty, on la réalise fréquemment. C'est un acte que même nos résidents, nous avons une résidente, Dr Kelly, qui le fait. C'est un acte qui techniquement n'est pas difficile. Et comme tu le sais, Abdallah, toi, tu as un petit passé de chirurgien cardiovasculaire et de radiologue interventionnel. Tu connais ça, donc la Fogarty, c'est faisable. Alors, les pontages, c'est faisable. Ce n'est pas très agréable de faire un pontage en urgence. Surtout si c'est un malade qui n'est pas très bien exploré. Mais c'est faisable, s'il faut le faire, on le fait. On préfère les faire à froid le plus souvent. Alors, la thromboaspiration et la thrombolyse in situ, non, malheureusement, on ne les fait pas. On espère pouvoir peut-être en faire avec toi. Moi, j'ai été séduit, franchement, par la thrombolyse in situ. On en faisait à Paris quand j'y étais, mais
je ne me rappelais plus des résultats, mais en faisant la lecture pour préparer notre topo d'aujourd'hui, et donc j'ai vraiment vu que c'est intéressant. On peut travailler sur ça. Effectivement, c'est un traitement assez intéressant. C'est vrai qu'il est un peu contraignant. Il faut mettre un cathéter en général type McManara, qui est un cathéter multiperforé en distalité. Et, il faut mettre un petit bolus et puis contrôler. Le problème, c'est qu'il faut le fixer, le cathéter, il faut le fixer à la peau. Et parfois, lors des déplacements du patient, il peut bouger. Et on sait que l'actilisme, qu'on appelle le La streptokinase, streptokinase. est très, très agressif. Donc il faut, c'est efficace, mais il faut beaucoup, beaucoup de précautions. Et voilà. Et il faut aussi également voir le bilan du patient, est-ce qu'il est thrombolysable ou pas, la fibrine. Je ne sais pas si le dosage de fibrinogène, est-ce que ça se fait ou pas ici, parce qu'il faut il faut l'avoir avant de thromboliser un patient. Bon, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment on a le dosage du fibrinogène, mais en cardiologie, quand même, on thrombolise tous les soirs. Peut-être même là, ils sont en train de thromboliser. Et je ne pense pas qu'ils font le dosage du fibrinogène. En tout cas, en France, c'était obligatoire. Après, je ne sais pas. Docteur Al-Qadi, il pose la question à savoir quel est le 6e P. Je pense qu'il parle Alors, ils sont 6. Ils sont 6, effectivement. Tout d'abord, la pain, la douleur, la pâleur, la froideur, ils appellent ça l'hypoikilothermie ou un truc comme ça. La pulselessness, c'est-à-dire l'absence de pouls, la paralysie et la paresthésie. Donc, je pense que là, il parle de la paresthésie, le 6e P. OK, parfait. Docteur Sidina, il pose la question, comment on différencie rapidement entre une claudication artérielle et une claudication médulaire? Bonne question. Ce n'est pas le sujet ce n'est pas le sujet de l'exposé. On bascule dans l'ischémie, l'artériopathie chronique. Donc, ce n'est pas l'ischémie. Mais la claudication médulaire n'est pas douloureuse. Les patients sont obligés de s'arrêter parce qu'ils n'arrivent plus à avancer tout simplement. Mais ils n'ont pas mal. C'est au niveau des fesses, c'est au niveau des hanches. Alors que pour la claudication, en général, c'est au niveau des mollets et c'est une douleur franche au niveau des muscles. Mais alors la claudication médulaire, elle est améliorée par l'antéposition quand on est penché. Quand on est penché vers l'avant, ce n'est pas le cas de la claudication intermittente. Ok, parfait. Docteur Tolba encore, il pose une deuxième question. Quelles sont les complications respiratoires des insuffisances des ischémies aiguës des membres? Comment? Il parle des complications respiratoires des ischémies aiguës des membres. Et il veut savoir quelles sont ces complications. Les complications respiratoires, ce ne sont pas les plus fréquentes, hein, franchement, mais quand on a une ischémie aiguë, notamment par exemple l'ischémie aiguë par occlusion du carrefour aortique, nous avons un syndrome inflammatoire absolument foudroyant, nous avons une lyse cellulaire très importante, nous avons de la myoglobine, nous avons dans tous ces dépôts-là, tout ce système inflammatoire peut endommager le système respiratoire et entraîner une détresse respiratoire, le plus souvent avec état de choc et voire un OAP lésionnel carrément. Parfait. Vous pouvez, hein, si vous voulez participer ou faire des contributions, vous pouvez lever la main. Il y a docteur Abdelatif qui envoie des messages. Tu peux voir ces messages. Il y en a plein. Hein. Lorsque un collègue pose la question, lorsque le pouls distal est présent, est-ce que ça veut dire que le pouls proximal est présent? Oui, très souvent. Et on ne peut absolument... On peut être sûr que quand vous avez le pouls pédieux, vous avez en général le pouls
poplité, que vous avez le pouls fémoral. Exceptionnellement, vous avez une sténose ou une thrombose et que vous avez une reprise après, c'est très chronique, vous pouvez l'avoir et que vous êtes un bon examinateur et que votre malade est trop fin. Mais quand vous avez un pouls pédieux, particulièrement un pouls pédieux qui est bien frappé, ça veut dire que le pouls poplité et le pouls fémoral sont présents. Alors, comme je ne suis pas expert en Zoom, là, comment ça se passe pour donner la parole Abdallah, est-ce que mon écran est visible? Est-ce que l'écran avec SOS Ischémie, c'est visible? Tout à fait, tout à fait. C'est visible. Docteur Abdallah, il y a quelqu'un qui a demandé la parole, Alors, est-ce que tu peux l'autoriser? Oui. Oui, tout à fait. SOS Ischémie. Donc, après, je te laisse faire la présentation de cette initiative. Alors, on donne la parole au docteur Abdellatif. Docteur Abdellatif, c'est un autre. Je suis en train de lui ouvrir. Oui, il a déjà posé des questions écrites qu'on a répondu. Il veut intervenir. Et comment l'activer là? Comment activer le... Je suis en train de lui activer le micro. Bon, ça n'a pas marché, on passe à Dr Abdellatif. Ok, et comment ça se passe pour vous? Est-ce que tu peux me montrer, tu peux me dire? Juste, il faut cliquer sur là où, regarde, il faut cliquer sur demander à la réactivité du micro. Donc, docteur Abdellatif, il est... Tu me montreras une autre fois. On peut parler. Tu peux l'activer toi-même et puis tu me montreras. Docteur Abdellatif. Salam alaikum, docteur Abdellatif. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que je ne vous entends pas. Alors moi, peut-être, je vais continuer à présenter le projet de SOS Ischémie. Abdallah, c'est ton idée. Et moi, ça m'a rappelé un projet qu'on avait fait à Pompidou en 2007, SOS Aorte, qui continue d'ailleurs à exister. À l'époque, ils ont remarqué que quand les cliniciens, les collègues ont des dissections aortiques ou des anévrismes rompus, ils ont beaucoup de difficultés à avoir le chirurgien responsable ou avoir une réponse pour une acceptation dans un centre. Et donc, ils ont mis en place un numéro unique, le 0156 0156, je me rappelle. Et donc, ils ont mis en place ce numéro pour que quand on appelle, on tombe directement sur un senior qui peut prendre une décision pour prendre ce malade ou ne pas le prendre. Et donc, il gagne le passage par les urgences, par l'interne, par le résident. Et donc, il tombe directement sur le senior de garde. Et toi, tu as pensé à le faire en workshop. Je te remercie pour ça. Et nous avons choisi ce numéro, le 41 13 85 85. On va le diffuser dans le groupe, dans les autres groupes, pour que les collègues qui ont une suspicion d'ischémie appellent et ils vont tomber. Ce numéro sera toujours envoyé sur le numéro du chirurgien d'astreinte. Nous sommes 6 chirurgiens actuellement au centre. Et donc, il y a toujours un chirurgien d'astreinte. Et donc, avant d'envoyer le patient, vous appelez le chirurgien, comme ça, il est au courant. Il peut donner des instructions aux résidents ou prendre directement le patient au service sans passer par les urgences, sans perdre beaucoup de temps, accélérer la prise en charge. Je pense que c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, professeur, pour cette excellente initiative. Et puis, effectivement, moi aussi, j'étais inspiré par Pompidou. Quand j'étais là-bas, il y avait effectivement SOS Aorte, il y avait SOS main, SOS rachis, et il y a SOS de tout, quoi. Donc, du coup, ça permet effectivement que tous les hôpitaux de Paris, enfin, tous les centres qui ont besoin d'un avis spécialisé, ils ont besoin d'une prise en charge rapide, ils appellent directement le numéro et ça permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup de problèmes administratifs et de transfert de malades. Donc, je pense que comme une urgence type, comme l'ischémie des membres, je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Et on espère que ça va être utile pour la prise en charge rapide des malades.
Je pense que Dr Abdullah, vous n'arrivez pas à lui donner la parole. Donc, il a posé la question suivante. La place de la Réo-Ferrez. Alors, je ne sais pas c'est quoi la Réo-Ferrez. Dans l'ischémie aiguë dans l'ischémie aiguë des membres. Je ne sais pas non plus c'est quoi l'aréophérèse, mais je pense qu'il parle de la plasmaphérèse. C'est la seule que je connais qui finit par phérèse. La plasmaphérèse, je pense. Peut-être ça voudra dire. Alors, la plasmaphérèse, je pense que c'est très intéressant parce que je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de la physiopathologie, mais nous avons ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation. Vous avez une ischémie qui est grave, qui entraîne donc des souffrances tissulaires, mais vous êtes très gentil, vous voulez lever l'obstacle, mais le plus souvent, on aggrave la situation par la levée de notre obstacle. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la revascularisation, le syndrome de revascularisation. Et donc, vous allez avoir l'hyperkaliémie, vous allez avoir l'acidose, vous allez avoir la myoglobinémie, vous risquez d'avoir donc de l'insuffisance rénale. Et dans ce cas, la meilleure des choses, bien sûr, vous avez des moyens, on réhydrate, on donne du Lasix, on donne du bicarbonate pour éviter le potassium, l'hypercalémie, on ne met pas de potassium dans nos perfusions, beaucoup de choses comme ça. Mais au max, quand on a une hypercalémie menaçante ou une insuffisance rénale, on peut passer à la dialyse, c'est-à-dire à la filtration de ces éléments nocifs du système et notamment avec la plasmaphérèse, je pense. Je pense que c'est de ça, c'est le seul mot que je connais qui finit par phérèse. Parfait. Également, le docteur Abdullah, je pense que le commentaire qu'il voulait faire, c'est en fait, il insiste sur la gravité de l'hypercalémie dans les rhabdomyolyses et le Crush syndrome difficile à juguler. Donc, je pense que ce que tu viens de dire. Nous en avons eu récemment. Franchement, c'était quelque chose de méchant. Nous avons eu un crash syndrome récemment. C'est une fracture du fémur. C'était une ischémie traumatique qui, malheureusement, malgré une revascularisation qui était bonne, il avait le matin son pouls pédieux, mais très rapidement, il est passé en insuffisance rénale, hypercalémie sévère, état de choc. Et donc, c'était vraiment le crash syndrome dans toute sa beauté. On va prendre une dernière question parce que le temps presse et il fait un peu tard. Alors, une dernière question, si le docteur Sidi Abdallah il pose la question, la question suivante, quelles sont les complications locales de l'ischémie? Je pense que ça a été un peu détaillé dans la présentation, mais si vous pouvez y revenir. La complication majeure qui peut survenir, c'est bien sûr l'ischémie dépassée, c'est-à-dire la gangrène, la nécrose. Et à ce moment-là, la seule chose à faire, c'est l'amputation. Et malheureusement, c'est le cas de la plupart de nos patients, particulièrement cette période. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le Covid qui continue? Mais franchement, je vous assure que depuis le mois de décembre, nous n'arrivons pas à sauver aucune ischémie. Je pense qu'on en a sauvé 2 ou 3, mais le service est plein. Et la plupart viennent dans un état très avancé. Nous avons même reçu récemment, j'avais même préparé sa photo parce que vraiment, c'est très malheureux, une jeune épouse qui était encore pendant ses noces avec son aîné et qui a fait une ischémie membre supérieur, qui malheureusement vient de l'intérieur, elle est venue à un stade tardif et elle a été amputée du bras. Croyez-vous, moi, c'est très douloureux. Une jeune de 32 ans qui vient de se marier, qui a encore son henna et qui est amputée du bras. Franchement, ça fait mal au cœur. Dr Abdallah, si vous permettez, je peux intervenir une petite contribution. C'est qui? C'est Dina. Merci beaucoup, professeur Khaled, pour la brillante présentation. J'ai une petite contribution par rapport à la prévention. Comme vous savez, la majorité de ces patients qui viennent pour des ischémies sont des diabétiques. Donc, juste, il faut rappeler que la prise en charge du diabète, ce n'est pas seulement l'équilibre glycémique, malgré que l'équilibre glycémique, c'est essentiel, mais il faut surtout s'intéresser aux
au vaisseau des patients diabétiques. Donc, ce n'est pas logique de faire une visite ou une consultation d'un diabétique sans palper des poux périphériques, pour voir vraiment est-ce que c'est diminué, est-ce que c'est en train de disparaître. La deuxième chose, si un malade fait une atteinte vasculaire, par exemple, il fait un AVC, il fait une infarctus du myocarde, ce n'est pas légitime de ne pas penser aux autres axes vasculaires. Donc, on voit de malades qui font des AVC ischémiques, qui restent hospitalisés pendant quelques jours au service de neurologie ou cardio ou médecine interne. On prend en charge l'accident vasculaire et on ne fait pas explorer les autres axes. Donc, le diabète, c'est pas une prise en charge. N'importe qui peut prendre en charge le diabète. Un médecin généraliste à l'intérieur, il voit ces malades diabétiques, il voit l'hémoglobine glycée, il voit la glycémie, mais il ne pense pas au cœur, il ne pense pas au vaisseau. Donc, juste, j'ai voulu attirer l'attention sur ce point. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. Abdallah et docteur Farha, je pense que là. Tout à fait. J'essaie de lui activer le micro. Alors, voilà, je pense demander. Allez-y, docteur Farha, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Allez-y. On vous attend très bien. Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'est ce que je voulais ajouter comme commentaire. C'est que je pense qu'il faut insister sur la sensibilisation de la population générale. Parce que je me rappelle en 2012-2013, nous, on avait le même problème avec les infarctus du myocarde. Le malade venait à l'hôpital à stade tardif qui ont dépassé le temps de la revascularisation. Et je me rappelle, j'étais résidente qui faisait les gardes aux urgences. L'un des cardiologues a fait une émission, ou même, je pense que c'était même professeur Khalid d'ailleurs, qui a parlé de douleurs thoraciques. Probablement, c'était une crise cardiaque, des angores. Toute la population a eu peur. Le lendemain, c'est moi qui étais de garde. J'avais les urgences, plein de gens pour toute douleur. Ils pensent que c'est un infarctus. Mais alors que c'est très bénéfique parce qu'on a limité le nombre de consultations tard de ces infarctus. Il vient maintenant à temps de revascularisation, soit qui sont thrombolisés ou bien cathés en urgence. On a évité beaucoup de complications au lieu de recevoir les malades déjà au stade de nécrose, en OAP, complications, insuffisance cardiaque. Et là, je pense que ça doit être la même chose pour l'ischémie du membre. Et comme je travaille dans un service de chirurgie cardiovasculaire, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Khaled que malheureusement, on reçoit les malades très tardivement, malheureux, parce que c'est l'idée des Mauritaniens, quand ils ont douleur du membre, ils croient que c'est le froid, ils croient qu'ils goûtent le soir, des choses comme ça, ils passent énormément de temps. Ils ne pensent jamais que ça peut être aussi grave que ça et aussi urgent que ça et qu'il y a une solution à faire. Donc, c'est un problème de sensibilisation de la population générale. Et c'était pareil pour les infarctus du myocarde. Au début, nous, on perdait, les malades perdaient le temps entre les gastrologues et tout ça. Ils croient que ces problèmes de goulag mejublin, ils passent tout son temps à consulter chez les gastrologues et finalement sont orientés à J2 de la douleur. Malheureusement, la nécrose est étendue, installée, il n'y a plus rien à faire. Bon, ils ne sont plus au stade de revascularisation. Donc, pour ne pas être longue, c'était ça, ce que je voulais dire, qu'il faut insister, même à travers des émissions à la télé, radio, je ne sais pas comment, mais il faut faire une bonne sensibilisation de la population. Merci. Merci beaucoup, Dr. Farha, pour cette excellente contribution sur le sujet. Professeur Khaled, je pense une dernière question avant de clôturer. C'est une question de Dr. Mimouna Cher Sidia qui pose la question suivante. Comment l'utilisation des corticoïdes peut contribuer à une ischémie de membre supérieur ou inférieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ces malades-là, bien sûr, l'utilisation d'une corticothérapie peut induire un diabète, peut induire... mais je ne sais pas si elle peut induire carrément une hypercoagulabilité, je ne sais pas. Mais il y a une... Alors, la jeune dame qui venait de se marier, qu'on a reçue la semaine dernière dans le service, nous, on l'a suspecté d'utiliser des crèmes blanchissantes ou une corticothérapie intensive parce que la pauvre, elle était en pleine noce.
Et donc, on n'avait pas son bilan cardiaque normal, mais on a suspecté qu'elle a utilisé une crème blanchissante ou une dose importante de corticoïdes blanchissants. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les corticoïdes, honnêtement, peut-être que nous avons un interniste avec nous qui peut répondre à ça. Mais personnellement, je sais tout simplement que l'utilisation des corticoïdes et des crèmes blanchissantes, c'est quelque chose de très, très répandu. Alors là, c'est vraiment un fléau. Et il y a des pays dans la sous-région comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ils ont des programmes de lutte contre ces produits-là, ces produits blanchissants ou éclaircissants et la corticothérapie. Tout à fait, tout à fait. Je pense que voilà une toute dernière. Après, je pense qu'on va. Je pense que Sidine a demandé. Mais le sujet est très très important et c'est un sujet qui peut arriver. Enfin, on peut avoir une ischémie des membres soulignés à n'importe quel moment. Docteur Sidine pose la question suivante: les bilans à faire par un urgentiste avant son transfert au CNC. Je pense pas grand-chose à part le transférer ou le mettre sous héparine. Mais je vous laisse la parole. Alors, si ça ne va pas retarder le transfert, si par exemple il est en train d'attendre son ambulance ou attendre autre chose, il ne faut pas que ça retarde le transfert. Ça, si l'ambulance est prête, envoyez le malade. On ne vous demande que de l'envoyer. Par contre, si c'est un malade qui va attendre encore une demi-heure ou autre chose, vous pouvez très bien prélever un groupage sanguin, vous pouvez prélever une numération urée-créate, ça c'est toujours bien. Si vous pouvez prélever un TPTCK, c'est toujours bien. Surtout, n'oubliez pas de le laisser à jeun. Malheureusement, on reçoit toujours des ischémies avec une bouteille d'eau, et parfois carrément un repas entre les jambes, en train de manger, alors que c'est un malade alors que le diagnostic est déjà fait. Ça, c'est pas bien. Quand vous suspectez le diagnostic, prélevez ces bilans-là. Donc, je répète, numération urée-créate, glycémie, ionogramme, c'est très important. Groupage, j'ai dit. TPTCK, si possible, sérologie. Nous avons l'habitude de faire une sérologie VIH et antigène HBS. Sinon, bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, professeur, pour l'excellente présentation. Merci à tous les participants pour à cette réunion virtuelle. Je vous rappelle juste les numéros qu'il faut retenir. On va vous envoyer des captures d'écran sur les différents groupes. Le 41 13 85 85 pour la SOS ischémie. Donc, c'est à partir de lundi, Abdallah. Oui, à partir de lundi. Pas que quelqu'un appelle ce soir. Commencez à enregistrer le numéro. Si vous avez une ischémie, vous pouvez avoir un avis spécialisé rapidement pour la prise en charge de cette présentation. Donc, on se dit à bientôt, Inch'Allah, sur un autre thème, sur le groupe staff médecin mauritanien. Et merci beaucoup à tout le monde pour sa participation à cette réunion. Donc, on va je pense, clôturer. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Bon fin de week-end. Bon week-end à vous. Shukran. Bon week-end à tout le monde.